La fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpelle l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce premier épisode, Michael Gagné, David Bolduc et Marco Gilbert, trois acériculteurs passionnés, discutent de leurs projets respectifs et reviennent sur la saison 2024. Ils discutent également de la conciliation des sucres avec leurs autres occupations, de rendement à l'entaille et à l'hectare, de l'impact de l'aménagement forestier sur les performances acéricoles, ainsi que de leur approche de l'entaillage. Cet épisode de La fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, ainsi que par la chaîne YouTube Le Goût du Territoire. Une mine d'infos et de passion pour les amoureux de foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 1 de la première saison du podcast La fièvre des sucres, intitulé Nouveaux projets et nouvelles pratiques acéricoles. David, vas-tu faire ton projet de construction cette année, clairement, sur ta cabane à sucre? Oui, cette année, j'ai pris congé de l'été. Je m'embarque là-dedans, reconstruire de cabane. Puis je veux aller voir la tienne parce que je veux connaître, connaître l'ensemble des erreurs. C'est sûr que moi, j'ai un peu moins d'entente. Toi, t'as combien d'entente? 3030 cette année après mon ménage de plusieurs années. Là. 3030, moi c'est ça. Moi j'ai 2300, c'est sûr, mais c'est ça. Je suis passé par là en 2022, c'est tout un chantier. Tout rebrancher ça quand t'as fini après, là, c'est le bout des fois qui est un peu plus long de tout reconnecter les tuyaux. Quel genre d'équipement que tu as dans ton érablière, la future que tu vas avoir? Je remets pas mal, je remets tout ce que j'avais. Je garde mon osmose puis ma bouilleuse. Plusieurs m'ont dit pourquoi tu ne rapetisses pas de bouilleuse tant qu'à rebasser et tout, mais ma bouilleuse ne vaut pas grand-chose. Fait que payer pour en acheter une plus petite puis passer plus de temps dans la cabane, mais je vais garder ma surdimensionnée. Puis, mais je garde à peu près les mêmes équipements. En réalité, c'est du confort qu'on veut se donner. J'avais tout fait le tour. Il n'y a pas une scène à faire dans la cabane. Tu le sais, tout a bâti. C'est un investissement, mais l'investissement, moi, je la vois dans le bois. La cabane, c'est une dépense. Ouais. Fait que, mais on se donne du confort, on va se donner d'intéressant pour... Quelle grandeur de bouilleuse que tu as? C'est ce qui est surdimensionné? Les 5-16 à l'huile. Pour 3000 entailles. Pour 3000 entailles. Effectivement, 5-16 à l'huile avec... quand même grosse. 5 par 16, c'est ça qu'on avait chez nous dans le temps quand j'en faisais avec mon père. Au bois. Puis il n'y avait pas d'osmose. Puis il n'y avait pas d'osmose. 1200 érables qu'on avait dans le temps. Là, puis on chauffait... avec la pitoune de 4 pieds, là, pratiquement, là-dedans, là. Les deux portes, puis ça prenait un chandail à manches longues parce qu'on prenait des coups de soleil sur les bras quand on ouvrait la porte de la bouilleuse. Il n'y avait plus de poêle. Ouais, c'est ça. Mais ça arrivait qu'on finissait à des 2h du matin ou des minuit, même avec 1200 érables et une grosse bouilleuse de même, 5-16, parce que ça coulait tellement, puis il y avait tout le temps de l'eau, ça rentrait, puis on pouvait pas osmoser pour séparer. Mm-hmm. Mais, tu sais, aujourd'hui, l'osmose, c'est ça qui permet d'avoir des grosses exploitations comme même. Ouais. Hein, tu en as combien, toi, là, au total? Ouais, nous autres, on a 60 000 entailles qui nous appartient. Mon bouille, 94 000. On a même fini à 107 000 là, cette année. C'était ajouté un client là, au centre de bouillage. Mais nous autres, c'est 2 bouilleuses électriques. Une capacité là, de normalement 440 gallons d'eau à l'heure chaque qu'on évapore à 22. Fait qu'on fait un 7-8 barils à l'heure quand tout va bien. Là, quand ça roule. Ouais, quand ça roule, 6-7 heures en ligne. Quand Hydro est là, puis elle peut fournir le courant. Ouais, Hydro cette année. Ça n'a pas été facile dans notre coin. Hydro cette année, c'est 8 pannes chez nous. Ça a été majeur, plus que majeur même. Là. Ça a même réduit les productions de plusieurs producteurs. Avec les reculs que ça a créé. Moi, j'ai 3 pompes vacuum qui ont carrément été noyées parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller fermer assez vite. Trop de stations. J'ai 17 stations de pompage. Fait qu'on s'est pas rendu assez vite, puis il y a 3 vacuums sautés. C'est les frais que ça engendre. Là, quand il y a des pannes d'hydro, c'est terrible. Ça peut pas arriver dans notre région des pannes d'hydro dans le temps des sucres. Ou, à tout le moins, le moins possible, il faudrait pas. Pas à chaque neige mouillante comme on a eu, pas à chaque vent. Il y a eu une négligence de la part de l'hydro dans l'entretien, puis là, on paye pas. Ouais, c'est carrément ça. Parce qu'il y a même des fois où il n'y avait rien, il n'y avait même pas de vent. Un beau samedi après-midi, à 3h, j'étais en train de séparer, tout arrête. Puis, il y avait un problème à Beauceville, là, qui a planté le réseau complet. Là, et il n'y avait pas de raison de manquer de courant là. Une bouilleuse électrique, ça prend 3 heures à partir, comme la mienne. Fait que quand elle arrête, t'es 3 heures arrêtée.
Fait que quand ça replante 3 heures après, t'es 3 heures arrêté encore. Fait qu'on a fini dans le milieu de la nuit au lieu de finir. Ouais, c'est ça. Sans compter les vacuums qui ont tout arrêté. Ouais, aussi. c'est ça, sans compter vacuum, mais. Parce que quand ça repartit à 9-10 heures le soir, il faut que tu repartes faire le tour. Là. T'as 17 places à aller faire un petit tour. Puis à réparer des bobos pendant la nuit. Ouais. Plus c'est gros, plus t'as de problèmes à gérer. Ouais, les problèmes sont plus gros, c'est ça. Moi, il y en a juste 2300 en table, ça fait que c'est pas trop. C'est moins stressant. J'ai une station sur la cabane, puis j'en ai une petite au fond. J'avais un petit problème cette année, mais sinon, c'est plus facile à gérer quand t'es moins gros. Mais il reste que quand tu as un travail à temps plein, comme toi, c'est ton entreprise. Là, nous autres, travailler à temps plein, des printemps comme cette année, quand il y a beaucoup d'eau à gérer, c'est fatigant. Oui, ça essaye. Ça fatigue. Ça fatigue les gars qui sont en plein, ça fatigue ceux qui travaillent. Ça fatigue tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est un beau problème. Là. Moi, j'ai terminé cette semaine, là, puis cette année, contrairement à certains, j'ai pas eu une saison mieux que 2022. Là. Il y en a qui ont eu une super saison, là, mais cette année, ce qui a été frappant, c'est qu'il a rentré énormément d'eau. Il a rentré, je pense que vous l'avez mentionné, moi chez nous, il est rentré 40,43 gallons d'eau à l'entaille. Versus, c'est un peu plus que 3 gallons à l'entaille que 2022, puis j'ai fait une livre de moins par rapport à 2022. Fait que c'est une quantité énorme d'eau qui a rentré qu'on a eu à gérer cette année. Une grosse coulée d'eau, hein, c'est ça. Moins sucré, mais beaucoup d'eau. Puis t'as fini à combien de livres à l'entaille ou à l'hectare, ou mettez dans ce que tu veux. Là, ton rendement, j'ai fini à 9,5, 9,50 juste. Puis à l'hectare, je l'ai compté, me semble que c'était 2155. Là, je dis ça sur toute réserve, mais je l'avais compté aussi à l'hectare. C'est mon deuxième meilleur rendement à l'entaille, puis mon quatrième meilleur rendement à l'hectare. Parce que je suis parti quand j'ai acheté à 3950 en taille. Puis beaucoup grâce à Mike, parce que c'est un gars qui est hyper axé sur la santé puis la croissance des érablières pour justement le rendement. Ça fait quand tu as des gros tuyaux qui amènent ton eau d'érable aux feuilles, ben t'en captes bien plus quand tu t'entailles. Fait que je regarde de 3950 à 3030 cette année. Puis fait que, oui, globalement, j'ai pas diminué, mais tu sais, c'est pas mon deuxième meilleur rendement, c'est mon quatrième, mais tu sais, globalement, tu vas chercher plus de sirop sur ton terrain de jeu, même si tu enlèves des entailles. C'est un peu un non-sens pour certains, mais puis c'est beaucoup moins d'entretien de petits bleus. Fait que quand tu es capable de maximiser ton terrain de jeu puis aller éliminer les érables malades, les érables qui produisent moins, ben toutes tes autres sont gagnantes. Fait que ton taux de croissance est plus élevé, tu as un peuplement plus en santé. Mike est mieux placé pour je me souviens d'avoir martelé chez vous, puis que ton père avait fait pratiquement une crise de cœur en voyant ce qu'on avait marqué, puis pourtant, le prélèvement n'était pas, il était pas très élevé. Non, on était allé assez lousse. Là. Je savais que ça choquerait, mais il y en avait qu'il fallait sortir pour générer de la croissance. C'est un super beau site, mais il faut quand même continuer à l'entretenir, ce site-là, pour qu'il, à travers le temps, continue à performer comme il performe là. Puis c'est le fun d'avoir des sites de même très performants, parce que ça nous donne idée à quoi on peut aller en travaillant nos érablières. C'est sûr, chez David, pour l'avoir visité, je sais qu'il y a un beau penchant, il est dans le fond d'une vallée, tout est là pour c'est pas un microclimat, mais pratiquement pour donner une chance à couler. Mais ça se dit que dans cette région-là, des érablières semblables à ça, ils seront capables d'atteindre ces niveaux-là. Puis, ce que j'aimerais savoir, puis je sais pas par quel test on pourrait le faire, c'est l'érable qui coule le plus chez vous. Ouais. À combien on pourrait se rendre? Il y a des tests qui ont été faits là, à Mont-Laurier, ils ont pogné 13 livres à l'entaille dans une placette là, où ils ont essayé de calculer les livres à l'entaille de chaque érable. Si à Mont-Laurier on réussit à faire 13, ben, j'imagine que chez David, il y a des érables qui donnent plus que ça encore. Fait que ça serait le fun un jour d'avoir la capacité de mesurer ça. On l'espère, je sais pas comment on pourrait le faire, mais érable par érable, dans tes prochains investissements. Ouais, c'est ça. J'en ai une en particulier qu'on pourrait aller chercher. On met ça en chaudière. On met ça en chaudière. On va le savoir. C'était ça quand on était jeune, c'était un peu ça. Dans le toyer à chaudière, ça fait que celle qui coulait sucrée ou celle qui coulait le plus, tu le savais facilement. T'as spoté d'une année à l'autre, c'est là que t'allais ramasser de l'eau puis t'allais boire dedans. Là. Souvent, il y avait un aménagement forestier qui était fait en conséquence. Moi, il y a une érablière que j'ai acheté, on l'appelle chez Wally, c'était l'ancien propriétaire. Son père, à lui, c'était Daniel, ça fait que ça fait pratiquement 50-60 ans que c'était aménagé. Lui, ça coulait pas à son goût, l'érable a tombé. C'était pas plus compliqué que ça. Mais cette érablière-là, aujourd'hui,
C'est un joyau. Il y a pas, on a jardiné là-dedans à se demander quelle maladie qu'on enlevait. Il n'y avait pratiquement pas de maladie. Ah, ouais. Et c'était juste pour continuer à éclaircir et créer une régénération. T'sais. Au final, moi je pense que l'aménagement ça doit être fait aux 10-15 ans. On n'a pas le choix de passer dans nos érablières. Mais lui, il a toujours travaillé dedans. Puis c'en est une des bonnes qui n'est pas tellement loin de chez elle donne pas le même rendement, mais on n'a pas le même versant. Moi, ça penche nord-ouest. C'est pas associé à des gros rendements normalement, les nord-ouest, mais pourtant, on a réussi à sortir de quoi d'intéressant pareil. Cette année, on a fini. Ben, pas fini en fait, là. On n'a pas encore celle-là. Mais on était à 7 livres et demi à l'entaille sur ce site-là. Puis moi, ben, vu qu'au centre de bouillage, on traite plusieurs clients, ben, je traite chacun de mes morceaux comme étant un client différent. Je suis capable de suivre mon évolution. Même les tiennes à toi, tu es capable de savoir exactement. Les miennes, chaque site est traité comme un client. Fait que je sais le nombre de livres à l'entaille qui rentrent journalièrement. On pèse l'eau, on prend le taux de brix. Ça fait qu'on sait ce que ça va sortir en sirop. Puis on pèse le sirop à l'autre bout. Fait qu'on a un suivi journalier qui se met à jour dans le fichier Excel. T'es rendu à combien par personne, puis par érablière, mais moi ça me le dit. Fait que là on est en train de voir les érablières chaudes plantées, puis les froides, là, ils sont partis. Là ils donnent de l'eau. En fait, le prime est passé pour l'année, mais quand même, il continue beaucoup plus. Fait que, puis, mettons, chez Wally, là, malgré l'entretien puis le peu de maladies qu'il y avait, quand tu l'as ramassé, t'as enlevé quel pourcentage de bois, justement, pour encore la revigorer encore plus? Ben, il y avait 10 000 entailles. Quand on l'a acheté, on a remonté la norme d'entaillage. On a passé de 8 pouces. On met 9 pouces, on met pas 8. On met le 24 cm qui va être applicable sur forêt publique, même si on est sur privé. On met plus de 3 entailles. Fait qu'en éliminant ça, puis en bûchant, on enlevait 2000 entailles pratiquement. Sauf que les rendements sont quand même améliorés en enlevant cette quantité-là. On a enlevé 15% en prélèvement. On a sorti grosso modo une vingtaine de vannes de bois franc, puis c'était de l'érable assez saine, mais qui avait besoin d'être éclairci. Chez Wally, il y a 2 sections d'érablières. Il y a une section où son père avait aménagé avec le temps, où c'est de la grosse érable, puis que ça avait jamais été... ça a été toujours jardiné à travers le temps. Puis il y a la section d'en bas qui a été coupée à blanc pour faire du charbon de bois, là, X années, peut-être 60-70 ans. Puis ça, il faut le traiter complètement différent. Cette section-là, c'est pratiquement de l'éclaircie commerciale qu'on fait dedans. Fait que quand c'est trop serré, il faut que ça soit éclairci. Mais ça nous permet d'être un peu plus sévère s'il y a de la maladie. D'aller en chercher, les jeunes érables réagissent pas mal mieux que les grosses, là, à une ouverture plus grande. Fait que, c'est ça qu'on a fait là. Mais règle générale, chez nous, 10 à 15%, suivi d'un chaulage si besoin. Là, on fait tout le temps nos tests de sol. Mais dans notre région, j'ai eu à date un test de sol qui n'a pas eu besoin de chaud. Le restant, c'est pratiquement tout le temps la grosse dose, le 3 tonnes à l'hectare qu'on traite partout. C'est ça. Les travaux de chaulage, nous autres, on les fait tout seuls parce qu'on en fait assez. Ouais, ben, juste la superficie que vous avez à traiter, ça vaut la peine d'investir pour l'équipement. Exact. Alors, moi, chez nous, quand j'entaillais avec mon père, on avait 3100 à peu près qu'on entaillait. Je faisais 1 livre et 25 à l'entaille à peu près. 1 livre et demi dans les bonnes années. Puis mon père est mort en 2009. Là, fait que là, j'ai traîné ces rendements-là au début. Puis là, j'ai commencé à ramasser tranquillement un peu d'argent. Puis là, j'ai commencé à réinvestir dans du bleu. Là, cette année, mon calcul provisoire est autour de 5 livres et demi. Là. Ça fait que pas mal, je suis rendu ailleurs. Il me semble qu'on s'était parlé de ça. Puis tu m'avais dit qu'à 5 livres, tu serais bien content. Ouais, c'est là, je suis rendu à 5,5. Là, Là, j'en vais encore. Parfait. J'en vais encore. Bonne mentalité. Mais tu vois, j'étais quand même à 3100. Puis là, je suis rendu à 2200 entailles. Ouais. J'en ai enlevé 800. Là. Puis globalement, tu fais plus de sirop. Ben oui. Tes rendements à l'entaille sont meilleurs, mais tu fais quand même. Puis tu as moins d'entaille. Ton rendement, je suis sûr qu'il est meilleur. Puis tu as moins d'entretien. Ta forêt est plus en santé. Entaillé, j'ai 800 trous de moins à faire. J'ai le temps. Surveiller les fuites. Ça en chute de moins. C'est tout. Moi aussi, j'ai quasiment 9 pouces et demi, presque 10 pouces pour mettre mon premier chalumeau. Des 2 entailles, ça prend un érable d'exception qui a de la branche en masse puis qui a un gros tronc. Puis il n'y en a presque pas là, que j'en mets 2. Il y en a une couple qu'il faut en avoir, mais je n'en mets pas 2. Puis le reste, c'est tout un entaille. Fait que. Puis là, des érables que d'une année à l'autre, on va l'essayer ici de voir. Oui, je ne l'essaye plus. Là. Il y a 3 tapes après la chute, c'est fini. Il y a eu 3 chances. Ouais. Là, je la coupe. Mais là, mon problème, c'est que j'ai trop de volume de bois pour. Je suis capable de brûler à la cabane ou à la maison chez nous avec mon foyer. Ça fait que ma mère elle a arrêté de chauffer au bois. Ça fait que là, j'ai un problème de. Fait que là, je me suis organisé avec un gars, là, il dit viens t'en chercher, là, on a échangé des services, là, puis il s'en prend, mais. C'est ça, c'est parce que même une érablière comme ça génère quand même un bon volume de bois. Si tu commences à l'entretenir puis
acier qu'au final, ton évaporateur, moi j'ai 3 par 12 là, à cette heure, là, ben, tu sais, je chauffe pas assez pour Les évaporateurs sont plus performants. Ben, c'est ça. Bois, ils consomment beaucoup moins le de séparateur fait que ça te donne une chance à la consommation de bois aussi. Ça fait que, au final, je sais que j'aurais plus de travail d'aménagement à faire, mais je fais comme pas prendre le dessus par rapport à enlever les tiges qui sont déjà mortes pour réussir à aller faire de l'aménagement puis d'en couper des vertes pour dégager d'autres qui seraient meilleures. Puis... Ben, puis ça dépend aussi d'où qu'on part. T'sais, quand Mike est venu marteler chez nous, il fait le tour, puis là, on a tout marqué, là, mais quand il est repassé la fois d'après, tout ça qu'il avait marqué n'était pas tout parti. Non, parce qu'il y a quand même une réserve. Quand tu as la fille dans les mains, puis là, tu fais. Ouais. Ouh, ok. Puis là, ben, cette année, cet été, là j'ai été drastique là, à l'automne, j'ai embarqué, puis là, je n'ai fait du ménage. Un secteur, c'était mon premier secteur que j'avais aménagé, puis j'avais été avec beaucoup de réserve, mettons. là j'ai été vraiment avec aucune réserve, là, fait que il y en a, moi aussi, j'en ai beaucoup de bois là, qui traîne, mais regarde. Moi, à un moment donné, c'est ça, j'avais engagé quelqu'un en arrière de ma cabane à sucre. Quand j'ai pris l'érablière avec mon père, on l'a acheté en 86, nous autres, l'érablière. Parce qu'avant ça, il y avait. Mon grand-père, il avait une terre de 6, 5, 6 000 à Chaudière, mais on n'entaillait pas tout ça. Mon père s'en prenait une petite portion de 800 à peu près, puis il entaillait ça. On faisait ça avec des postes dans le temps. Là. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Il appelait ça des postes. C'était comme des tubes 3/4 brochés avec des pinces un peu partout. Là. Puis là, ils mettaient un 5 gallons attaché après un érable. Là, puis là, ça collectait. Puis là, 3/4 descendait jusqu'à la cabane. Eux autres, ils appelaient ça des postes. Là. Puis là, tu ramassais ça au 5 gallons, tu mettais ça dans la chaudière, puis ça descendait jusqu'à la cabane. Là, s'il y en a deux qui vidaient en même temps, ces embranchements, ça ressemblait dans l'autre. Ça se criait dans le bois. En tout cas, on ramassait 800, puis là, en 86, il a décidé d'acheter une terre pour lui. Mon grand-père n'était pas prêt à vendre. Il y avait des 5 frères, puis il n'était pas prêt à vendre à ce moment-là. Ça fait qu'il a décidé d'acheter celle-là. Mais quand on est arrivé en arrière de la cabane, en tout cas, à un moment donné, si vous venez, vous allez voir ça, c'était plein d'épinettes de champ. Parce qu'avant ça, c'était des terres de package. Il faisait packager, ça fait que c'était des épinettes de champ à un moment donné qui avaient poussé quand il avait arrêté le package. Fait que là, on commençait à couper ça, faire ça en pitoune, des vannes, puis des vannes. Mais tu sais, au travers, c'était tous des petits cotons d'érable de même, avec 3-4 branches en haut, mais quand on a eu enlevé l'épinette de champ, là, ça a commencé à dégager. Puis là, ça a poussé. Mais là, moi, en 2017-2018, quand j'étais rendu dans ce coin-là à mettre la tublure, là, c'est toute l'érable qui est comme ça aujourd'hui, là. Puis ils étaient tous cordés l'une sur l'autre, là. Il y a à peu près, je dirais, 300-400 pieds par 500 pieds, là, cette zone-là, de carré, là. J'ai enlevé 100 cordes. Mais c'est pas moi qui ai bûché là-dedans, là. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, moi, je suis pas capable. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une, il n'y a pas de chancre. Là, j'ai dit, tu coupes les plaines. Et voilà, j'ai dit, on va enlever les plaines, tant qu'à avoir le choix des cadeaux. Il dit, t'enlèves les plaines, puis après ça, les fourches. Lui, c'est déjà un gros producteur, là, un gars de Robertson, là, qui est déjà un gros producteur, ceux qui connaissaient ça. Puis il avait travaillé au groupement forestier aussi, ça fait qu'il savait où ça en allait. Là. Il m'a fait le ménage, mais quand j'ai sorti ça tout en 4 pieds, moi, des rangées d'érable de 4 pieds, là, toute bien saine. Là, là je vois ça aujourd'hui, là, ça a tout ramonné, là, puis là, en tout cas, tu vois ça, les affaires. Tu dis, ah ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, là, tu vois les têtes. Là, si toi tu reviens, là, il faudrait que tu passes encore, puis probablement qu'il y en aura encore autant enlevé, là, parce que là, tu sais, j'en ai plein là, qui sont en attente. Puis, mais là, c'est lequel j'enlève? C'est un peu comme tu disais tantôt. Là, les plaines sont plus là. Il y a un peu d'espèces compagnes. Les fourches, je les ai quasiment enlevées. Tu sais, une fourche, quand t'es trop basse, c'est pas capable d'entailler. Tu fais de la zone d'entaillage. C'est là que l'œil d'un technicien. Ben c'est ça. Ça prend un inventaire. Là. On a besoin de l'œil de l'ingénieur en arrière pour le prescrire, mais après ça, sur le terrain, là, quand le technicien passe, il y a des maladies souvent que le monde ne voit pas. Malheureusement, là, les producteurs ne sont pas tout à fait assez ferreux sur la maladie dans la forêt. Puis tu vas rentrer un technicien forestier là-dedans un peu habitué. Puis il va t'en sortir du bois, puis il va te l'assainir, le peuplement. C'est la preuve que ça génère énormément de bois, une érablière. C'est en croissance constante. Puis toi, tu t'alimentes tes voisins en bas de chauffage, puis comme ça, moi, chez nous, on alimente les moulins. Tu sais, c'est le moulin acier à Saint-Jacques-de-Lys qui reçoit mon siège. C'est Domtar à Windsor qui va ramasser mon bois de pâte. Parce qu'on n'en vend pas, bois de chauffage, j'ai pas le temps. On en génère trop. Quand on aménage, tu sais, trop. C'est pas énorme. C'est pas de la récolte forestière comme telle. Moi, c'est de l'aménagement, mais ça reste une vingtaine, ça fait des volumes. 20-25 vannes par année qu'on a besoin de vendre. Fait que c'est l'usine de pâte qui la ramasse. Puis l'usine de siège ramasse le beau. On trie puis c'est là que ça va.
Puis à chaque fois qu'on repasse, on est étonné du tas de bois qu'on finit, qu'on fait. Moi, la rabière que j'ai achetée, celle de Martin, qui est le frère à Wally, finalement, j'ai acheté à la famille. Celle-là, j'ai bûché dedans. J'ai travaillé pour Martin pendant une dizaine d'années avant de commencer à acheter des sections de rabière à lui. On est repassé dans des morceaux que j'ai faits quand j'avais 20 ans. C'est 20 ans plus tard. Je me reconnais pas, la forêt. Ça a tellement poussé. Ça avait tellement poussé. Puis la qualité d'érable qu'on a aujourd'hui, juste 20 ans plus tard, versus ce qu'on avait, ça n'a rien à voir. Mais la tubulure est mieux faite. On a des meilleures manières de travailler. On désinfecte mieux. On pompe sans arrêt, tout ça. Mais le rendement, initialement, il part de la qualité des entailles qui augmente, puis notre croissance qui est bonne. Puis moi, je m'amuse parce que je fais de l'inventaire forestier à me faire des suivis de croissance chez nous. Puis c'est pas compliqué. Les secteurs qu'on traite puis qu'on chôle, en 10 ans, la croissance double. À double. C'est impressionnant. C'est pas comme chez vous, peut-être pas. Parce que tu pars avec une érablière, un sol déjà riche. Moi, celle-là, c'est un peu plus la misère. C'est dans la montagne. Il y a moins d'éléments nutritifs dans le sol. Fait qu'on partait avec un sol plus pauvre, mais en y redonnant du calcium parce qu'il en avait besoin, en donnant de la place aux érables, ben on a doublé. On a doublé la croissance de ces érables-là. Ça nous permet de revenir sur ces mêmes trous pas mal plus vite. Ouais. Notre patron d'entaillage, il tient compte de notre nouvelle capacité à refermer le trou. Puis on entend sur beaucoup plus haut. Toi, Mike, t'as été un des premiers à commencer à entailler à l'escabeau. Tu vas chercher. Non, mais tu sais, c'est une réalité. Là, fait que c'est à cause de toi que j'ai connu ça, que j'ai essayé ça, puis que je fais ça aussi. Là, mais on prend des vieilles érablières, qu'il y a une zone d'entaillage qui est hypothéquée, épouvantable, puis là, ben, on va se chercher ce que le monde arrive d'une érablière vierge, puis ils font, hey, moi, je fais d'autres, mais sauf qu'on le fait à l'escabeau. Ouais. Mais il y en a eu qui l'ont fait avant moi. La première fois que quelqu'un m'a parlé de ça, je suis parti à rire, jamais je vais monter dans l'échelle. J'ai eu le même réflexe aussi. Jusqu'à temps que je suis quand même curieux des nouvelles techniques, puis j'ai accoté une échelle. C'est vrai que le bois est beau. Le bois est beau. Puis, en ayant des travailleurs étrangers à l'érablière, ça a été la méthode la plus simple pour leur apprendre à trouver du beau bois, c'est de leur en donner du beau bois. Ouais. Tu les fais monter. OK, la zone d'entaillage, là, elle a été massacrée pendant 30 ans, 40 ans. Mais au-dessus de ça, il n'y a rien. Fait que le gars, le premier trou qu'il a fait de sa vie, il était blanc. Ça, c'était plus facile pour moi pour maintenir un rendement. Puis au final, moi, c'est ce qu'on parlait avant de s'en venir ici. Hein. Moi, j'ai de la misère à enlever l'échelle de mes travailleurs. Parce qu'il y a mieux entailler à l'échelle dans du bois blanc que d'avoir à chercher les trous. Chez nous, on entaille à l'échelle en début de saison. On commence à entailler le 15 décembre à peu près. Au 15 décembre, il n'y a pas de neige. Fait que ça va bien monter dans l'échelle, t'as pas de raquette. Mais vient un temps où on a besoin de raquette, là c'est fini l'échelle. Là on entaille dans la zone qui a été hypothéquée pendant des années. Puis comme cette année, il n'y avait pas de neige, on est arrivé à la fin. Là, c'est le contraire. Au lieu de recommencer à monter, on entaille le plus bas possible. Fait que là, mes entailles sont à 20 pouces de terre, là, les plus basses. Là. On a descendu 5-16 le plus bas possible, puis on a fait des loupes par en dessous. C'est important maintenant que la loupe, il faut qu'elle se draine. Là. Mais on a fait des loupes, puis c'est ça. On essaye de varier le plus possible notre hauteur d'entaillage pour éviter la fameuse zone là, qui nous permet moins de rendement, parce qu'au final, il y a de la compartimentation partout là-dedans. Fait que l'eau, elle peut pas circuler là-dedans. Ben, elle peut pas. Elle circule, en fait, mais elle circule pas mal moins. C'est pour ça que je t'avais suggéré ça. Puis au final, quand on l'essaye de grimper, c'est pas si pire que ça avec une bonne... J'avais eu le même réflexe que toi, là. Puis la première année que j'ai fait ça, j'ai fait, ben, c'est pas plus long. Parce que je grimpe, puis je perce. Là, je redescends, puis je change de place. Avant, c'était, bon, OK, là, tu fais le tour, puis j'avais pas commencé de patron d'entaillage. Je me disais, je peux pas commencer un patron d'entaillage. C'est percé partout, fait que je pourrais pas le suivre. Mais là, j'en ai commencé un, puis ma zone qui est hypothéquée, qui pourrait être 2 ou 3 zones normalement, ben moi, ça devient une. Fait que je me dis, là-dedans, je vais finir par en trouver une. Puis là, ben, fait que je me suis commencé un patron aussi. Là, toi, tu utilises ça, les patrons? Moi, je fais un patron d'entaillage, je fais une marque de peinture. Moi, je me donne une chance au printemps, je me dis, je fais comme si j'entaillais 2 fois. Mettons, j'arrive, je nettoie, mettons, s'il y a de la neige, n'importe quoi, mais après ça, mon premier trou, je le fais avec ma canne de peinture. Fait que là, des fois, tu te rends compte, quand t'arrives, tu sais, t'es que le moine, t'es pressé de faire le trou passer à l'autre. Ça fait que moi, j'arrive avec la canne de peinture avant, là, je m'installe, puis là, des fois, entre le fait de serrer ma canne de peinture, prendre le moine, ah, Chris, il y en avait un là. Il y en avait un là que j'avais pas vu, tu sais, l'écorce, était bon. Fait que là, je gratte mon écorce un peu pour enlever la peinture, là, je me reprends. Ça fait que... Mais je suis chanceux, moi j'ai à peu près une moitié sur une ancienne terre de mine.
la piste de skidoo, dans le fond, qui passe entre le 8 et le 9, elle sépare mon érablière en deux. Fait que l'autre moitié, c'est une terre de mine qui a été à peu près 25 ans, 30 ans pas entaillée. À partir du milieu des années 80, fin 80, elle a été arrêtée d'entailler. Puis après ça, ça a été quand mon père l'a racheté en 2003 qu'il l'a racheté. C'est pas hypothéqué beaucoup. Fait que la zone d'entaillage, il y en a, là, parce que ça a été entaillé un peu petit puis un peu de croche parce que le monde se disait, c'est pas grave, c'est une terre de mine, là, mais dans notre coin, nous autres, c'est ce que le monde dit. C'est pas grave, c'est la mine, là, ça fait que mais, tu sais, quand tu fais attention, tu es capable d'aller chercher une zone sans trop aller haut, là. Puis là, ben, j'ai développé mon patron aussi, je m'en vais tranquillement, puis là, je m'enligne, là, si je vois que je suis capable d'aller chercher un trou plus haut, puis comme tu disais, cette année, j'ai profité du fait qu'il y avait quasiment pas de neige, là, j'étais allé très bas, ça fait que au minimum que je pouvais aller pour être sûr que mon 5-16 a une pente pour aller vers le main, puis m'assurer que j'avais une loupe dans ma chute. Mais là, j'étais allé bas, ça fait que mes 5-16 sont beaucoup plus bas, ça fait que là, j'ai exploité vraiment, puis là, je suis quasiment capable à des places d'aller chercher quasiment 4 niveaux de haut, là, avant de commencer à bouger. Puis en arrière de la cabane, ben, on a toujours été assez prudent jusqu'à l'érable est plus petite. Là, ça fait que c'est surtout la zone où qui a vécu l'époque des années 80 où moi c'était ma job quand j'étais jeune. J'entaillais, c'était moi qui se mettais le doigt dans le trou pour mettre la pelure. Puis cette époque-là, les érables on mangeait ça un peu plus dur. La zone est plus hypothéquée. Là, c'était du 7-16. Puis c'était du gros chalumeau. C'était du gros chalumeau. C'était des zones la de pelule plus le 7-16. Beaucoup. Puis des fois, la norme, ben, tu sais, au début, quand tu entaillais à la chaudière, ben, tu disais il faut que l'érable soit à peu près grosse comme la chaudière. C'est ça la norme. C'était pas plus. Mais là, quand tu commençais sur la tublure, là, des fois, il y a des érables qui avaient des chutes, puis ils penchaient quasiment que le chalumeau. Là, fait que c'est ça a été entaillé petit à un moment donné, même chez nous, mon père, là. Il y en a plein qui ont commencé à entailler, que là, j'étais obligé de les chauffer, ils ont séché. Il a commencé trop petit à y percer. Quand tu commences trop petit, tu as une perte de croissance. Ouais. Il y avait une étude qui avait sorti la direction de la recherche forestière, c'était 40% de réduction de croissance, c'est trop petite. Fait qu'à un moment donné, quand tu prends conscience de ça, à quoi bon entailler le 8 pouces? Tu montes à 9 pouces, c'est pas si long si tu la laisses pousser. Qu'elle va arriver à 9 pouces, mais si tu te mets à l'entailler, tu vas ramasser comme. C'est ça, c'est flagrant. Même 8 pouces, c'est trop petit. Parce que moi aussi, on a tous changé ça. Puis on a jasé régulièrement, Mike et moi. Puis changer les patrons dans les patterns d'entaillage avec les grosseurs. Des fois, tu en avais deux pas trop loin. Une qui était à 7 pouces et demi, l'autre à 8 pouces. Le 8 pouces est entaillé. Ça passe 10-15 ans après. L'autre est rendu belle en rouge. Celle-là, t'es encore bien pareil. Elle n'a pas bougé. L'écorce est rendu qui a tout crevassé, puis l'autre est encore bien lisse. C'est compliqué, là. On le voit vite. Une érable qui pousse quand elle est jeune, si elle est lisse, ça va. Si elle est crevassée, c'est parce qu'elle perd son temps. Et en plus, quand on a commencé, ben, je sais pas trop, j'imagine que c'était le même. Moi, c'était drill à gaz. La Tanaka. La Tanaka à gaz. L'exhaust dans le trou pour vider la rip. Puis la mèche pas trop affilée. Là, fait qu'on a passé des rendements de 2,5 livres, nous autres, à du mieux, là, du 5-6 livres à 6 TD, là. À part une année comme printemps lancé, qui a fait mal. L'année 2023 a été catastrophique dans notre coin, mais si on prend notre moyenne, là, on s'est quand même amélioré avec le temps. Mais nous autres, on utilise les précisions de tapeur de CDL, je pense que tu l'as. Ouais, moi aussi, j'y croyais pas ça aussi, Mike. Puis, à l'échelle, moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de manière de faire des beaux trous sans avoir ça. Ouais, c'est sûr qu'à l'échelle, tu te rapproches de l'arbre quand tu montes. C'est souvent accroché. Tu fais ton arbre, puis moi, j'avais encore dit cette année, je suis pas sûr que j'aime ça, mais je le prends encore. Puis là, cette année, en entaillant, je me suis dit, ben là, il faudrait que tu te décides. Puis là, souvent, j'étais à une main, j'ai fait, OK, non, c'est réglé, ça me prend. Tu te tiens après le tronc, parce qu'en montant dans l'échelle, tu es obligé de te tenir en arrière un peu. Il y a un de mes employés qui m'avait fait rire. C'est un gars que ça fait longtemps qu'il entaille. On a pratiquement commencé en même temps, la rapière. Puis Kevin, il me dit, je peux pas entailler un matin. Comment ça, tu peux pas entailler un matin? Ah, il dit, j'ai cassé un petit wire, là, après mon précision de tapeur, faudrait aller en chercher un. Moi, je dis, Kevin, il y a une dizaine de drills, là, normal. Il dit, moi, si t'as voulu que je prenne ça, je voulais pas.
Je me suis habitué, je prendrais plus de Drémondre. Ça a été aussi simple que ça. Fait que ce journée-là, il a fallu chercher le petit wire à se réparer. Ça a pris 5 minutes, mais il dit... Ça, il prenait son corps. Ça, il prenait ça. Ça fait que, il dit, moi, si tu m'as forcé à utiliser le précision tapeur, à cette heure, je suis habitué, je m'en passerai plus. Ouais. C'est à ce point-là, mais cet outil-là nous permet un nettoyage beaucoup plus stable. Ouais. C'est ça. Puis au final, chaque fois que le trou est bien fait, ben, c'est des fuites de moins. Chalumeau sont meilleurs qu'ils étaient aussi. Chalumeau sont plus petits. Toi, tu es encore au 5-16 parce qu'il y a la croissance pour. Il y a la croissance pour, exactement. Là. Fait que moi, j'ai mis un quart. J'ai probablement la croissance, mais je veux. Tu sais, mon père a travaillé fort, il y avait des gros rendements, mais l'érablière est hypothéquée quand même, puis il surentaillait pas, il a été d'un premier il dépassait le 8 pouces, puis tout ça, mais je veux quand même ramener ça à un niveau de blessure, ramener l'arbre le plus en santé possible, fait que je suis au un quart, puis j'adore ça. Là, tu fais trop d'argent.